Oui, on a testé 3 business models depuis la création de Dressing Responsable. Très vite, on a vu les limites de ce système dans la mode éthique parce que les marges des distributeurs sont assez importantes. On va de vraiment minimum de 2 fois 2,2 fois 2,4, c'est-à-dire que quand je vends une pièce 100 €, je l'achète 2,5 fois moins cher. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène boire un café avec Émilie Hubert, la fondatrice de Dressing Responsable. Émilie était déjà passée à mon micro il y a bientôt 5 ans pour nous parler de mode éthique et de son e-shop Dressing Responsable. Depuis, son projet a bien évolué et vous allez entendre qu'elle est passée par différentes réflexions ainsi que différents business models qui l'ont menée à ouvrir aujourd'hui une boutique en plein cœur du Marais à Paris. J'espère que ces quelques minutes d'échange avec Émilie vous plairont. Il s'agit d'un épisode qui dévoile les coulisses de son aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Émilie. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici. Merci à toi de répondre présente, près de 4 ans et demi après notre première interview. Ouais, tout à fait. Qui avait eu lieu dans ton espace de coworking de l'époque. Je vais te laisser te présenter, puis ensuite on va revenir sur l'histoire de Dressing Responsable. Oui, ok, très bien. Donc je suis Émilie Hubert, je suis la fondatrice de Dressing Responsable, qui est un concept store de mode éthique pour hommes et femmes. Maintenant, on ne faisait pas l'homme à l'époque, maintenant on fait l'homme aussi. Et du coup, notre but, c'est de travailler avec des marques engagées, de les aider dans leur distribution, à se faire connaître, à vendre et être plus accessible. À l'époque où on s'était rencontrés, tu avais un site internet, une plateforme sur laquelle on pouvait se procurer différentes marques. Là, aujourd'hui, on enregistre dans une boutique qui est située 21 rue de Turenne, qui est ta boutique. Donc, il y a eu une nette évolution. Entre-temps, il y a eu une autre boutique. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement et comment t'en es venue à quitter cet espace de coworking et à ouvrir ton premier établissement ? Oui. Alors, le cheminement, il s'est fait assez tôt. En effet, quand on s'était rencontrés, on était déjà en cours d'ouverture de la boutique, de la première boutique, qui était dans le 10e arrondissement de Paris. En fait, le cheminement s'est fait quand on a ouvert nos premières boutiques éphémères. Donc avant, la première c'était 2016 je crois, donc 2016-2017 on a beaucoup testé, donc des boutiques éphémères jusqu'au, je vais grossir le trait, aux ventes Tupperware chez les copines, tout ça, mais en fait je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de connaître ces marques-là un petit peu plus, de toucher les vêtements, de les essayer. C'est pas comme de commander chez les grands noms de la fast fashion où souvent on a déjà des pièces, on connaît sa taille, ça coûte pas cher, donc au pire on renvoie pas, on donne à quelqu'un, ça va pas coûter bien cher. Puis on n'a pas ce côté un peu compliqué de déceptif aussi, de dire je commande un truc, je suis contente de l'attendre et en fait il faut que je le renvoie, enfin voilà, c'est des pièces qui coûtent un petit peu cher, donc je me suis dit assez vite qu'il allait falloir ouvrir un lieu physique parce que ça permet de mieux expliquer l'histoire des vêtements, des marques, pourquoi la mode éthique, et de permettre de faire essayer, toucher les vêtements, et c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Je pense que acheter un vêtement, c'est pas que commander comme des pâtes qu'on va acheter toutes les semaines. C'est quelque chose de différent. On travaille aussi beaucoup sur le côté forme, couleur, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui est bien pour toi, en fonction de ta morphologie, ta carnation. Et ça, en boutique, ça permet de beaucoup plus le mettre en avant, parce que c'est pas une science exacte non plus. On entend un petit peu tout et n'importe quoi, que tu peux être un style de couleur et c'est ces couleurs-là qui te vont. En vrai, il y a toujours des nuances et du coup, ça permet de tester, d'essayer, de voir les couleurs qui nous vont, d'essayer plein de choses, plein de formes et de trouver vraiment les vêtements qui nous vont bien. Et donc, on va beaucoup porter, garder longtemps. Et c'est ça aussi qui fait un vestiaire plus éco-responsable. Donc, tu as ouvert la première boutique en 2018 ? Oui, en octobre 2018, tout à fait.
Et est-ce que ça a répondu justement à tes attentes? Les clients étaient satisfaits de découvrir les marques? C'était encore... on parlait de mode éthique, mais bon, ça restait quand même le début. Oui, tout à fait. C'était, en effet, il faut se remettre quelques années en arrière et le monde a beaucoup évolué. Je me sens vieille quand je dis ça, mais ça a beaucoup changé, en effet. Oui, ça a répondu à ça parce qu'en effet, on avait pas mal de personnes qui nous suivaient, qui regardaient, qui suivaient certaines des marques avec lesquelles on travaille, qui regardaient ça d'un œil bienveillant, mais un petit peu de loin. Et la boutique, ou les boutiques en général, il y en a encore peu, mais on n'est pas les seuls, permettent de passer un cap plus facilement pour beaucoup de personnes. Et on a en effet beaucoup de personnes qui viennent ici en ayant déjà repéré des choses. C'est-à-dire en disant, j'ai vu que vous vendez cette marque, telle marque, j'aimerais essayer, j'aimerais voir. Et en effet, ça répond pas mal à ces problématiques. Et en boutique, on met vraiment l'accent sur le conseil. Important d'avoir des clients qui repartent avec des vêtements qui leur vont, dans lesquels ils se sentent bien. On ne pousse pas à la vente si on voit que la personne n'est pas totalement à l'aise. L'idée, c'est vraiment que la personne trouve la pièce qui lui va et qui lui correspond et qu'elle revienne en étant contente. Ce qui est quand même le principal, surtout comme tu le disais, quand on fait ce genre d'achat conscient. En général, on a réfléchi, on s'offre une belle pièce. Tout à fait. Donc on a envie de la porter longtemps. On a envie de la porter longtemps, exactement. Et il y a un vrai côté déceptif, en effet, quand j'achète une pièce et en fait, je la mets pas parce que pour X ou Y raison. Et ça, c'est pas ce qu'on veut et c'est ce qu'on cherche à éviter à tout prix. Alors, si on reprend ta casquette d'entrepreneuse, tu décides d'ouvrir cette boutique. Ouais. J'imagine que c'est quand même un gros pari financier pour Dressing Responsable. Tu étais toute seule à l'époque? Alors, à l'époque, j'ai créé Dressing Responsable seule. Mais quand on s'est rencontrés, quand on a parlé la première fois, j'étais en train de m'associer avec une personne dont c'était le métier de travailler, enfin c'est toujours le métier, de travailler en boutique et de gérer des boutiques. Bon, cette association n'a pas marché, donc aujourd'hui je suis à nouveau seule. Voilà, donc ça a été un pari de ce côté-là aussi, qui n'a pas fonctionné, mais on apprend de ses erreurs. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Bien sûr. Est-ce que pour ouvrir la boutique, vous aviez levé des fonds toutes les deux ou... On avait levé, c'était un peu de love money, et surtout on avait financé par une campagne de financement participatif et un prêt bancaire. D'accord. C'est l'avantage des fonds de commerce et un bail commercial. La banque finance beaucoup plus facilement que si tu demandes du stock, de la communication, ce genre de choses. Et donc, tu as continué avec ta boutique comme ça pendant plusieurs années. Et puis, il y a 2 ans, tu as traversé un autre moment un peu charnière où tu as repensé vraiment ton business model. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces 2 business models et voilà, celui que tu as actuellement, mais aussi le précédent pour celles et ceux qui auraient tout à fait. loupé l'épisode? Oui, ok. On a testé 3 business models depuis la création de Dressing Responsable. Oui, on a testé 3 business models depuis la création de Dressing Responsable. Produits en ligne, on prenait une commission, je sais plus de 20 ou 25% sur les ventes. Et c'était les marques qui envoyaient, comme sur Amazon et plein d'autres. Ensuite, quand on a ouvert une boutique, on a choisi le business model classique qu'utilisent toutes les boutiques, c'est l'achat-revente. Donc la boutique, le revendeur achète du stock à la marque avec une décote et possède le stock et le revend à son compte. Très vite, on a vu les limites de ce système dans la mode éthique, parce que les marges des distributeurs sont assez importantes. On va de vraiment minimum de 2 fois 2,2 fois 2,4, c'est-à-dire que quand je vends une pièce 100 €, je l'achète 2,5 fois moins cher. Ok. Donc, c'est-à-dire 45 à peu près. Voilà. Et donc, je donne 45 € au créateur sur une pièce qui vaut 100 €, sachant qu'il y a des distributeurs qui vont beaucoup plus loin, qui vont jusqu'à 3, voire plus pour des grands magasins ou des magasins qui ont vraiment pignon sur rue. Voilà. Ce qui est très compliqué avec les marques de mode éthique. Surtout celles qui travaillent en Europe et qui du coup ont des marges qui sont déjà assez réduites parce que ça coûte très cher. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'avec pas mal de marques, ça fonctionnait pas. Alors déjà, il y en a qui nous ont dit clairement, nous, c'est pas possible parce qu'on fait pas cette marge-là. On n'a pas 2,5 de marge. Il y en a aussi beaucoup qui nous ont dit, c'est compliqué. Nous, 2,5, c'est notre marge. On est conscient que c'est pas énorme et qu'il faudrait que ce soit un peu plus, mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc,
comment on fait ? Nous, est-ce qu'on baisse notre marge, sachant que c'est très compliqué. C'est nous faire prendre des risques assez inconsidérés. On a baissé un tout petit peu, mais très vite, on a vu avec le comptable que c'était Oui, parce se que mettre toi, une ta balle dans le marge, pied. elle te permet évidemment de payer tes locaux, Ouais, tout à fait. payer, te rémunérer, rémunérer... Locaux, salaires, stock également, parce que c'est le stock qui peut avoir une valeur un peu importante. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, les commerces indépendants, ils sont tous à l'agonie et ils peuvent pas prendre moins de marge. Ça serait compliqué, surtout à Paris où les loyers sont très chers, les salaires sont un peu plus élevés, ce qui est normal, la vie est plus chère. Mais il y a des charges. Là, c'est l'électricité qui est en train d'augmenter. C'est pas possible sur ce modèle-là, c'est pas possible de faire baisser les marges. Ou alors ça veut dire que tous les distributeurs indépendants vont disparaître très vite. Donc du coup, la question s'est assez vite posée. Soit on continue sur ce modèle et on fait ce que beaucoup ont choisi de faire, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des marques plus grosses, des marques éthiques mais plus grosses, qui font fabriquer hors d'Europe. Celles qu'on connaît tous, les Veja, People Tree, Arm Angels, toutes ces marques-là, que je remets pas du tout en question, mais qui, elles, ont déjà pignon sur rue et qui sont vendues dans certains grands concepts, pas forcément que de mode. Et soit on travaille avec des créateurs qui sont plus émergents, qui essayent de faire les choses bien, qui fabriquent en France, en Europe, qui ont des marges moins élevées, qui n'ont pas vocation à faire augmenter leur prix non plus de façon trop conséquente, parce que ma vision des choses, c'est que si on veut démocratiser la mode éthique, il ne faut pas que ce soit accessible qu'à des gens qui ont des salaires mirobolants. Il faut que n'importe qui, avec un salaire correct, bien sûr qu'il y a des gens pour qui c'est trop cher, et ça le sera malheureusement probablement toujours, mais quelqu'un qui a un salaire correct et qui n'a pas 5 ou 6 bouches à nourrir à la maison, il doit pouvoir s'acheter de la mode éthique sans trop se poser de questions. Alors bien sûr, il faut se poser de questions parce qu'on n'a pas tout et n'importe quoi, mais voilà, ça doit pas être quelque chose qui lui met un peu le couteau sous la gorge. Donc voilà, c'est l'équilibre à trouver, et moi je voulais continuer à travailler avec des marques comme ça. Je veux pas me priver de travailler avec certaines marques qui font des choses fantastiques, que ce soit en termes de style, en termes d'éco-responsabilité, en termes de préservation des filières en France, en Europe. Il y a des marques qui font des choses extraordinaires. Toi, tu avais d'ailleurs un système assez abouti pour sélectionner les marques. Tu t'étais vraiment posé et tu avais pris le temps d'y réfléchir pour vraiment créer, je ne sais plus si c'était un formulaire ou une charte, mais oui, tout à fait. Il y avait des engagements très forts. Exactement. Et donc, tu n'avais pas envie de renoncer à tout ça. Exactement, tout à fait. Donc, j'ai pris une décision à un moment et je me suis dit, il faut qu'on trouve un business model qui fonctionne pour la mode éthique, pour les marques justement qui ont des marges. On parle partout de marges raisonnables, de prix justes, de transparence. Donc toutes ces marques-là, je ne veux pas leur dire on vous ferme la porte parce que vous ne pouvez pas être présent en boutique parce que vous n'avez pas assez de marge. Ça me paraissait inconsidéré. Clairement, ça n'allait pas dans le sens que je voulais. Et du coup, après en avoir discuté avec certaines, avoir essayé de réfléchir un petit peu au modèle, j'ai voulu me rapprocher donc du coup au plus proche du modèle de la distribution en direct, que elles favorisent aussi parce que c'est ça qui leur permet d'avoir des marges. Et donc aujourd'hui, les marques qui sont présentes donc dans notre boutique et sur notre site internet, elles payent un abonnement pour être présentes. Et nous, on leur reverse l'intégralité des ventes qui sont faites. D'accord. Donc c'est un modèle, nous on n'est plus distributeur, on n'est plus intermédiaire. Donc ça permet aussi de supprimer un intermédiaire qui prend de la marge, mine de rien. Et on est un prestataire de service qui les aide dans leur distribution et dans leur communication également. Mais voilà, notre but, c'est d'être un support pour eux et de les aider sur ce pan-là, que beaucoup ont d'ailleurs pas forcément le temps de prendre à bras-le-corps, parce que quand on est 1, 2, 3, qu'il faut déjà gérer la production, qu'il faut déjà gérer son site internet, tout le côté communication administratif d'une entreprise, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de cette partie-là. Donc nous, notre envie et notre objectif, c'est d'être ce pilier-là, d'être le volet distribution des marques éthiques et d'apporter un côté aussi éthique dans la distribution. C'est pas juste reprendre le modèle de la fast fashion et de toutes les grandes marques, c'est d'adapter notre modèle aux réalités de la mode éthique. Voilà, nous on a des marques qui travaillent avec nous, elles ont des marges entre 2 et 3, 3,5 sur certains produits. Ça suffit pas pour avoir une stratégie wholesale pertinente à grande échelle et de pouvoir grandir. Les marges sont pas assez
sont pas assez importantes parce qu'il n'y a pas juste la production, il y a le développement des nouveaux modèles, l'avance sur les stocks, il y a la communication, il y a payer les salaires, il y a plein de charges d'une marque si on fait des marges de 3 et qu'on vend tout son stock à 2,5, il nous reste vraiment des toutes petites marges qui suffisent pas à pérenniser une entreprise et à la faire grandir. Bien sûr, donc en échange d'un abonnement mensuel, toi tu offres à ces marques une visibilité, donc au sein là, de ta nouvelle boutique dans le Marais, ce qui fait que toi, tu sais aussi que si tu as un portefeuille de 30 ou 40 marques, tu as X milliers d'euros qui rentrent tous les mois, ce qui te permet de, j'imagine, pérenniser aussi ton activité. Tout à fait, exactement. Alors, il faut toujours on est toujours un peu soumis aux ventes parce que les marques, si on ne vend pas suffisamment, ne sont pas contentes et ne restent pas avec nous. Mais en effet, pour nous, sur le court terme, on a des vrais avantages en termes de trésorerie. C'est qu'en effet, on sait combien on va avoir. Ça nous permet aussi d'investir et de mutualiser pas mal d'opérations, donc l'ouverture de la boutique, bien sûr, mais aussi on fait des shootings, de la communication, on fait un magazine aussi. Enfin, ça nous permet d'avoir un peu d'argent de côté, de voir un petit peu plus loin qu'au jour le jour, en effet, sur l'ancien modèle où il y a des mois où on vend très bien. Et du coup, on est content. Il y a aussi des mois où on vend moins bien. Enfin, ça, c'est le propre du commerce. Il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr. Ça lisse sur l'ensemble de l'année. Mais là, au moins, en effet, notre trésorerie est lissée. Et c'est assez confortable pour nous. Et on essaye d'en faire bénéficier les marques qui, elles, en effet, prennent ce risque. Parce qu'en effet, même quand on vend très bien, il y a des mois où on vend un peu moins bien. Et donc, pour elles, c'est un peu plus irrégulier. C'est un business model innovant quand même. Ouais, l'idée, c'est de toujours réfléchir, de toujours s'adapter à la réalité des créateurs, à la réalité du monde économique aujourd'hui. Il est d'autant plus pertinent aujourd'hui qu'on voit la baisse des marges chez tout le monde parce que augmentation du coût de l'énergie, des matières premières, il y a une vraie pression sur les matières premières, il y a une pression sur le transport, il y a plein de choses qui font que les marges sont en train de baisser, donc le modèle est encore plus pertinent, même si clairement je ne l'avais pas vu venir particulièrement, mais aujourd'hui en effet on voit d'autant plus l'intérêt, c'est que les marges des marques se contractent et on ne peut pas augmenter les prix à l'infini. C'est possible et il y en a qui le font et je pense qu'il faut qu'elles le fassent parce que c'est important pour pérenniser leur activité, mais on ne peut pas d'un coup dire votre pull il va coûter 50 € plus cher dans une période où l'inflation grimpe et où le pouvoir d'achat baisse, c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr, tout est une question d'équilibre, exactement. Ça c'est certain. Est-ce que tu t'es faite accompagner pour opérer ces transitions, ces différents changements? Donc tu le disais, finalement, l'association avec cette personne n'a pas fonctionné comme ça peut arriver dans la vie d'une entrepreneuse. Tu as su rebondir, tu as été maman, enfin tu es maman, mais ouais. Je veux dire, tu as donné naissance à une petite fille. Comment tu as réussi à surmonter tout ça? Est-ce qu'il y a des moments où tu étais un peu au creux de la vague et tu t'es dit, bon, en fait, c'est compliqué, comme on le voit avec beaucoup de marques avec lesquelles moi j'échange aussi assez régulièrement. Il y en a pour qui c'est vraiment compliqué et qui traversent des périodes de haut et de bas. Bon, alors déjà, l'entrepreneuriat, je pense que c'est des vagues perpétuelles. Il y a des hauts, il y a des bas et il y en aura toujours. Moi, j'ai eu des périodes compliquées, de grosses remises en question. Je me suis pas particulièrement fait accompagner par une personne en particulier. J'ai la chance d'avoir un compagnon qui est extrêmement intéressé par ces questions-là, de business model, vraiment qui m'a beaucoup aidé à réfléchir. C'est un peu pas mon deuxième cerveau, mais si un petit peu. C'est-à-dire que moi, j'ai des idées. En fait, il va au bout de mes idées. J'ai tendance à je les commence et il va au bout des idées, il arrive à creuser et à trouver le petit truc que moi j'ai sur le bout de la langue en fait. Donc ça m'aide beaucoup et aussi c'est beaucoup discuter avec les marques notamment, mais avec toutes les personnes autour de moi dans l'écosystème qui connaissent les problématiques, qui travaillent avec ces personnes, donc que ce soit les marques, les fabricants au jour le jour. Et c'est important d'être toujours à l'écoute, de vraiment parler, de se renseigner, d'écouter ses clients, que ce soit les consommateurs et aussi, maintenant, moi, mes clients en tant que tels, au sens propre du terme, ce sont les marques. Donc, c'est important de les écouter, de connaître quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs revendications, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, quels sont leurs objectifs et de s'adapter un petit peu à ça. Ouais, parce que c'est pas évident quand on est toute seule sur le business. Tu le disais, là, toi, t'es accompagnée grâce à ton compagnon, mais je pense que c'est quand même primordial à un moment de
de regarder autour de soi et de prendre connaissance de l'écosystème, de ne pas rester dans sa bulle. Exactement. Ça peut être... C'est difficile, mais on se sert notamment beaucoup des vacances. On met le pied sur le côté opérationnel, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, toute l'année, on a le côté opérationnel qui prend le dessus et il y a toujours quelque chose à faire. Et même quand on essaye de faire que l'important, il y a beaucoup d'important à faire. Et en fait, ça permet sur certaines périodes de creux de se poser, de réfléchir. Et ouais, c'est des périodes qui sont assez prolifiques pour nous à ce niveau-là. Et j'imagine que tu es aussi un intermédiaire finalement entre ta clientèle en boutique et les marques. Parce que tu peux leur faire des retours. C'est des marques qui peut-être n'ont que ce point de vente en France, point de vente physique, j'entends bien sûr. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est important pour nous de faire des retours, de leur expliquer pourquoi certains modèles se vendent très bien, pourquoi d'autres un peu moins bien. Et en effet, c'est des retours qui sont assez importants parce que sur certaines pièces, il y a des petites choses parfois qui font que un décolleté trop profond, un prix un peu trop élevé, un stock qui parfois on n'a pas il nous manque une taille et en fait on se rend compte que ça nous fait manquer beaucoup de ventes. Malheureusement ça arrive aussi. Il y a plein de petits détails qui font une jupe trop courte, trop longue, plein de petites choses qu'on voit pas sur internet. Qu'on voit un petit peu dans les retours. Forcément, si on vend beaucoup une pièce, il y a beaucoup de retours. Mais en boutique, on le voit tout de suite sur les essayages. Pourquoi les gens achètent, pourquoi les gens n'achètent pas. Est-ce que c'est des pièces qu'ils essayent beaucoup ou au contraire, c'est compliqué parce que ça ne rend pas très bien sur cintre. Ouais, ça nous permet de faire beaucoup de retours. Nous, déjà, on s'en sert pour mettre en avant certains produits de façon différente dans la boutique. Mais oui, on essaye de faire un maximum de retours. Et ça fait partie des sujets que j'étudie en ce moment, c'est comment plus plus accélérer le nombre de retours aux marques pour justement être un vrai point pour elles, pour s'appuyer pour leur future collection. C'est ça, parce que ça leur permet aussi d'évoluer et de tout de suite prendre la bonne direction. Si effectivement une pièce ne fonctionne pas, ça vaut peut-être pas le coup de s'acharner. Donc c'est assez précieux, je pense que pour les marques, cet échange-là qu'elles n'ont pas forcément l'occasion d'avoir ou qu'elles ont peut-être à l'occasion de certains pop-up stores, mais c'est très éphémère. C'est très éphémère, il n'y a pas toujours l'équipement qu'on a en cabine d'essayage. C'est sur un pop-up où il n'y a pas de cabine, c'est compliqué parfois d'acheter des vêtements alors que nous, il n'y a pas forcément le temps de la discussion que nous on prend. Alors plus en semaine que le samedi, mais oui, on essaye de toujours garder du temps pour les clients, pour pouvoir les conseiller. C'est très important pour moi qu'on fasse pas que de la vente, on fasse aussi du conseil. Et donc là, vous êtes installé, tu es installé dans cette nouvelle boutique. Tu as une apprentie, c'est ça, qui est en alternance à tes côtés. Quel est l'objectif déjà? Comment est-ce que tu as choisi cette boutique? Pourquoi 21 rue de Turenne? Pourquoi le Marais? Alors, le Marais, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est un quartier historique, commerçant. Les rues sont partiellement piétonnes. On s'y promène volontiers le week-end en famille pour faire du shopping. Pourquoi ce quartier qui a aussi la réputation d'être assez cher? D'un point de vue loyer, j'imagine. Comment tu as fait ton choix? Comment tu as étudié? Ce dont j'ai envie, c'est de pouvoir offrir une vraie visibilité aux marques. Et le Marais est le quartier shopping de Paris. Il y en a d'autres qui sont très intéressants pour les marques, mais qui sont un peu plus excentrés, qui vont être des quartiers où il y a de la clientèle, où on aurait pu s'installer, où ça aurait pu bien fonctionner. C'est le cas du 10e. Et il y en a d'autres, mais ce sont plus des boutiques de quartier. Là, on est vraiment sur le coin shopping où, en effet, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent le week-end ou en soirée. Beaucoup de touristes aussi. Beaucoup de touristes aussi, qu'on avait beaucoup moins dans le 10e arrondissement. Donc, c'est un quartier qui, pour nous, ça a toujours été l'objectif, sauf qu'il y a 5 ans, on n'avait pas les moyens. Donc, comme tu le disais, c'est pas les mêmes prix en termes de bail commercial, en termes de loyer. Voilà, c'est pas la même chose. Donc là, ça nous a permis d'agrandir la boutique et d'être dans un quartier, c'est vraiment le quartier shopping qui a toujours été l'objectif depuis le début. Mais on n'a jamais fait de levée de fonds. Notre but, c'est pas forcément d'être soumis à des investisseurs. J'ai vu là encore, l'expérience, trop de marques être un peu obligées de renier sur certains points de leurs valeurs, sur la fabrication, pour avoir des marges, pour répondre aux besoins des investisseurs, qui me font ne pas avoir envie particulièrement, même s'il y a clairement des avantages. L'argent, c'est l'un de la guerre.
Mais il y a aussi des inconvénients. Et du coup, on y a été tranquillement. Ouais, tu es sur une croissance organique. Voilà, en douce. bonne mère de famille, comme on dit. Mais qui me permet d'être plus sereine et de pouvoir travailler, comme tu disais, sur des référentiels d'éco-responsabilité plus poussés. On est en train d'encore complètement le remodeler pour travailler. Enfin, là encore, je vais me faire accompagner par un cabinet indépendant et dont c'est vraiment le métier pour pousser encore plus et ajouter des critères qui n'étaient pas pris en compte dans le premier. Le premier, c'était beaucoup sur l'éco-responsabilité du produit et l'éthique. Là, on va aller encore plus loin sur la traçabilité. Le côté social était déjà pris en compte. Là, c'est plutôt la traçabilité, la durabilité des produits. Et aussi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le marketing de la marque. Comment elle communique, est-ce qu'elle pousse à la consommation, est-ce qu'elle fait beaucoup de collections, est-ce qu'il y a ce sentiment d'urgence qui est entretenu et qui fait qu'on consomme toujours plus et qui va à l'encontre d'une vision de la mode qui serait compatible avec nos objectifs climatiques, carbone, qui aujourd'hui ne peuvent pas être respectés avec le nombre de vêtements qu'on produit et qu'on vend dans le monde. Tout à fait. On mettra sur notre compte Instagram un petit réel de la boutique, je pense, ou en tout cas quelques photos, parce qu'elle est vraiment très jolie, très grande. C'est un espace qui fait combien de mètres carrés ? Qui fait 60 mètres carrés. Donc elle est un petit peu plus grande que la première. Elle est surtout agencée de façon complètement différente, qui fait qu'on a beaucoup plus de linéaire. Et donc, en effet, on a l'impression qu'elle est 2 fois plus grande parce qu'il y a 2 fois plus de vêtements et d'accessoires. Génial. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu veux nous partager l'une des marques avec lesquelles tu as travaillé le plus récemment ou que tu as rentré en boutique récemment ou voilà, ce que tu veux, une petite marque qu'on pourrait ne pas connaître et qu'on pourrait découvrir. Petite marque, alors la toute dernière que j'ai rentrée, on va faire comme ça, qui s'appelle Engagé, qui a été créée par Julie. C'est une marque toute récente qui travaille beaucoup sur l'upcycling et les matières éco-responsables biologiques, que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça très sympa comme concept. Elle a notamment récupéré beaucoup de tissus de son arrière-grand-mère, dont elle fait des vêtements aujourd'hui. Donc il y a une histoire familiale et c'est assez sympa. On a des pantalons et des sacs bananes et il devrait y avoir des sweats qui arrivent prochainement. Donc, génial. Voilà, la dernière marque rentrée à la boutique. Génial. Eh bien écoute, merci beaucoup Émilie. C'était très intéressant de faire le point 4 ans après. J'espère qu'on pourra le refaire dans 4 ans. Dans 4 ans, qu'on sera encore toutes les deux là. À se battre... Pour une société plus éco-responsable. Exactement, et pour façonner le monde de demain un peu différemment. Exactement. J'espère qu'on sera toujours fidèles au poste dans 4 ans. Merci infiniment. Et pour les auditeurs et les auditrices qui sont à Paris, venez au 21 rue de Turenne. Et pour celles et ceux qui sont de passage prochainement à Paris, je vous encourage vivement à y faire un tour. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.